Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand et Luc-Marie Elissal. C'est Luc-Marie Elissal. Je suis Laurent Marchand. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo parce qu'on voulait vous confier 4 points en fait qui sont les 4 éléments les plus courants qui font qu'on ne réussit pas dans le marketing de réseau et dans la vente directe. C'est tellement courant qu'on est obligé de regarder sur la fiche quand même. Ouais. En fait, on les a classés pour terminer par le plus rigolo. C'est pour ça, en fait, je commence pas par celui qui me tente le plus. Je vais commencer par celui qui est le plus courant, mais qui est pas rigolo. Voilà, on terminera par le rigolo. Celui qui est le plus courant et qui est pas rigolo, c'est le manque d'outils. Le manque d'outils, c'est vraiment le problème le plus récurrent chez les gens qui font qu'au bout d'un moment, on s'arrête, on renonce, on lâche le réseau, on lâche le produit, on lâche les démarches parce qu'en fait, on manque d'outils. Alors, soit ce sont des outils techniques qui sont des outils qu'on appelle soit des stratégies commerciales, en fait, en tout cas des outils qui nous aident à prospecter, qui nous aident à aller au contact de l'autre pour faire la vente, qui nous aident à négocier, qui nous aident à boucler un contrat, à signer, etc. Donc ça, ces outils techniques, on ne les a pas parce qu'on n'a pas été formé pour ça. En gros, on n'a pas fait d'école de commerce, on n'a pas fait d'école particulière ou de stage ou de formation qui nous ont appris ça. Et par manque de ces outils-là, finalement, on est tellement flippé à l'idée d'avoir à mener une négociation que au final on se dit vaut mieux que je renonce, ou alors je ne vais pas au rendez-vous, ou j'évite les rendez-vous, ou j'évite de passer des coups de téléphone à des gens qui sont un petit peu influents ou importants, ou qui sont un peu eux dans l'entreprise avec l'état d'esprit d'entrepreneur, parce que je ne veux pas me confronter à ces gens, parce que je ne sais pas si je tiendrai la route, quoi. Et si on est dans la dimension concrète et pratico-pratique, prenons l'exemple de quelqu'un qui a le mauvais outil chez lui pour bricoler ou pour faire voilà, une recette, etc. On se rend compte que quelqu'un qui a un mauvais outil et qui va vouloir quand même l'exploiter, il va le faire, mais il va avoir la sensation de mal le faire, et vraisemblablement à l'arrivée, effectivement, c'est moins bien fait. On peut abîmer une vis, on peut, voilà, le résultat n'est pas comme on le souhaitait. Et du coup, ça génère un manque de confiance sur sa capacité à faire bien les choses. Tandis que lorsqu'on a un bon outil complètement adapté, qu'on bricole avec cet outil, le résultat est évidemment satisfaisant, on a pris du plaisir et du confort à pouvoir exercer la manipulation de l'outil, et au final, ça donne de la satisfaction, du gain de confiance pour continuer à développer sa compétence dans la dimension du bricolage. Ça, c'est pour les outils techniques, donc manque d'outils ou le mauvais outil. Après, il y a des outils de la gestion de soi ou de la gestion de la relation à l'autre. Ça, c'est quelque chose de très très important. Quand on ne sait pas comment se gérer soi-même, quand on est dans l'environnement, alors soit on est dans une relation commerciale, soit on est dans une relation, mais ça peut être une relation amoureuse, une relation de couple, peu importe. Quand on ne sait pas comment on se gère, en fait, on est flippé par ce qui pourrait se passer, les aléas. Pourquoi? Parce que les aléas, c'est tout ce dont c'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler en gros. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas se gérer soi-même? Eh bien, finalement, on va aller chercher des énergies qui sont les énergies du contrôle, et on va essayer de faire en sorte que tout l'environnement soit tel qu'on veut qu'il soit, et on va commencer à diriger les gens, on va essayer de contrôler les situations et les événements, et on va contrôler aussi nos relations aux autres, ce qui fait qu'on va être dans une... tout sera faux et tout sera en tension. Quand on a les outils de la gestion de soi, quand on sait comment respirer correctement, quand on sait comment déstresser, quand on sait simplement juste quelque chose de très simple. On sait par exemple que quand on est dans telle situation avec telle personne, il se passe ça à l'intérieur. Le simple fait, c'est la porte qui vient de claquer, le simple fait, voilà des aléas, le simple fait qu'on sait qu'à ce moment-là, on va être déstabilisé, qu'on va être mal à l'aise, et ben juste le simple fait qu'on le sache, c'est déjà une information qui nous permet d'aller chercher l'outil pour gérer ça. Rien que la localisation, c'est ça. Et donc la gestion de soi, ça commence par ça. Le problème, c'est que quand on ne sait pas se gérer, on ne veut pas se confronter à ces situations-là qui sont des aléas, simplement parce qu'on se dit « je vais ressentir ça ». Alors, c'est la première démarche à faire, c'est de ressentir ça pour pouvoir le gérer derrière. Donc, manque d'outils sur la gestion de soi, c'est aussi quelque chose qui fait que petit à petit, on s'épuise et on est tellement tendu, on a tellement peur d'aller se confronter à l'autre, se confronter à n'importe quelle situation, que finalement, on renonce et on n'y va pas. Et ça génère même des peurs supplémentaires qui sont liées à la non-maîtrise de la situation. C'est-à-dire que dans la situation où vous avez des appréhensions, c'est ce que définit Laurent, vous pouvez caler des choses qui pour vous sont vos repères dans la dimension de contrôle. Et si jamais ça sort de ce repère, là vous pouvez perdre pied complètement. Alors que dans la gestion et dans la maîtrise et dans la gestion de soi, on a une dimension où justement on n'a pas peur de l'imprévisible. Et donc, quand l'imprévisible est là, on le gère très facilement puisqu'on est en confiance.
L'imprévisible, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est aussi la gestion de la relation à l'autre. La relation à l'autre, c'est aussi quelque chose qui est complexe quand on n'a pas été formé à ça. Il y a des gens qui sont très très à l'aise dans leur relation aux autres, ils savent démarrer une conversation, ils savent tenir la conversation, ils savent rire, ils savent être plaisants en société, ils savent dire bonjour, dire au revoir, enfin terminer une relation, c'est-à-dire vraiment dire au revoir, ça c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Il y a des gens qui sont très très à l'aise avec ça et qui ont le sentiment qu'en fait, puisque eux ils sont à l'aise avec ça sans avoir été formés particulièrement, ils s'imaginent que tout le monde est à l'aise avec ça. Or, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont mal à l'aise dans leur relation aux autres que de gens qui sont à l'aise. Les gens qui sont à l'aise se comptent sur les doigts d'une main. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et nous, en fait, notre job, c'est d'aller à l'étude de ces comportements qui sont des comportements coincés, enrayés, pour savoir comment, justement, on les fluidifie. Et fluidifier sa relation à l'autre, c'est un job. Et quand on ne sait pas le faire, évidemment, on ne va plus se confronter à l'autre, on ne va plus créer la relation avec l'autre parce qu'on ne sait pas faire simplement. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, dans marketing de réseau, il y a réseau, et au bout d'un moment, on arrête de faire du réseau parce qu'on pense qu'on est incapable de faire du réseau, simplement parce que le réseau lui-même nous fait peur. Oui, c'est ça. Il y a la dimension aussi de quand on veut tout gérer seul et trouver des solutions à son propre fonctionnement qui est induit par son activité cérébrale, c'est très difficile. Par contre, quand un tiers vient, vous écoute et vous donne des éléments de ce que vous êtes en train de définir, là, vous pouvez vous observer et corriger le comportement que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est le premier élément qui fait qu'on a de la difficulté à développer un réseau ou à réussir dans la vente directe. Et ça, c'est le premier point qui fait que beaucoup de gens s'arrêtent. Le deuxième point, c'est l'isolement. En fait, le fait de se sentir isolé. Effectivement, ça peut être lié au fait d'avoir des difficultés avec la relation aux autres, d'avoir des difficultés avec la relation à soi, mais parfois c'est juste géographique, quoi. On est dans un endroit où eh bien, on est les seuls à faire ce réseau-là, ça n'intéresse pas nos voisins particulièrement, et donc forcément on se retrouve seul. Et on se dit, mais comment je vais développer mon réseau? Parce que je suis plutôt motivé, mais il n'y a personne autour de moi qui est intéressé par ça. Par exemple, je sais pas, je fais un marketing de réseau avec un truc sportif, et autour de moi, dans le village, il n'y a que des gens qui ont plus de 65 ans et qui n'ont pas envie de pédaler ou de faire du rameur ou peu importe. Comment je vais faire pour développer mon réseau alors que je suis dans un endroit où je ne peux pas le faire? Il faudrait que je déménage, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse l'isolement. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer parce que c'est quasiment rédhibitoire. S'il n'y a pas de gens autour de nous pour développer le réseau ne se développe pas. Et c'est là qu'on renonce. L'isolement, c'est une perception. Évidemment, on peut être isolé localement, mais c'est surtout l'idée d'être isolé humainement des autres personnes qui appartiennent au réseau et qui peuvent eux aussi soit nous emmener dans des endroits où on peut développer notre réseau, soit nous présenter des gens, soit nous aider, etc. L'isolement, c'est en dehors du fait que localement on est seul, en fait l'isolement c'est aussi le fait que dans sa tête on se sent seul pour développer. Et les gens se disent, bon moi je vais arrêter le réseau parce qu'autour de moi j'ai personne pour développer. En réalité c'est je vais arrêter parce que je me sens démuni et je n'ai pas autour de moi les ressources pour m'aider à trouver ces gens qui ne sont pas juste là autour de moi et qui peuvent être ailleurs. Mais je suis isolé dans ma tête et j'arrive pas à avancer. Et oui, pour ajouter un point supplémentaire, on peut être aussi isolé en étant socialisé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une communauté et par ces schémas mentaux que définit Laurent, se sentir complètement isolé. L'exemple que je pourrais vous citer, vous avez un vernissage pas très loin de chez vous, vous allez dans ce vernissage, vous ne connaissez pas grand monde, eh bien vous pouvez vous sentir isolé, par contre vous êtes dans une dimension de socialisation. On peut se sentir isolé avec beaucoup de monde autour. Donc l'idée c'est travailler sur soi pour modifier ça et aller chercher des informations qui vont vous permettre de défaire cet enfermement et cet isolement. L'être humain ne sait pas construire, avancer seul. Il ne sait pas le faire. En fait, l'être humain est un animal social, c'est-à-dire que c'est un animal qui se balade en groupe, qui a besoin de se regrouper. Pourquoi? Parce que c'est dans le regroupement qu'il arrive à avoir un partage à la fois de créativité, simplement de fonctionnalité, de faire, d'organisation, qui fait qu'à tous, on arrive à construire la société, construire des immeubles, construire des choses, construire un marché, construire plein de choses, construire. Et l'être humain ne sait pas faire ça tout seul. Quand il est tout seul
et qu'il a justement on va dire ce challenge de construire quelque chose, s'il se sent seul, s'il se sent isolé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas, qu'il procrastine, qu'il attend, ou bien alors soit la procrastination, en gros, c'est ne pas démarrer les choses. Mais certains arrivent à quand même démarrer les choses, simplement parce qu'ils se font violence. Ils arrivent à démarrer les choses, mais finalement, ils les font pas très bien et ils les finissent mal. Donc l'isolement, c'est quelque chose qui vraiment détruit le geste, détruit l'action et détruit la qualité de l'action. Soit parce qu'on ne le démarre pas, soit parce qu'on le fait mal, soit parce qu'on ne le finit pas. Très bien. Ok. La troisième chose qui fait qu'on s'arrête souvent et qu'on renonce à faire une carrière prometteuse dans le marketing de réseau, dans la vente directe, c'est le manque de sens. C'est quand les choses n'ont pas de sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très profond. Ça, on insiste là-dessus parce que peu de gens en parlent finalement, alors que nous, on le voit énormément autour de nous. Il y a des gens qui démarrent un réseau, qui démarrent avec un produit, qui sont emballés parce que techniquement c'est une innovation, parce que voilà, il y a des choses qui leur plaisent ou parce que ça marche sur eux ou peu importe. Et petit à petit, ils se demandent si au final, est-ce que ça a réellement du sens pour eux de se battre constamment, jour et nuit, au téléphone, d'organiser des démonstrations, de se déplacer, de rencontrer des gens, de motiver des équipes, de former, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que vraiment, chaque jour, il y a du carburant dans la machine? En fait, quand on se pose cette question, c'est qu'on manque de sens. Il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de sens, eh bien, il n'y a pas d'énergie. Parce que tout ce qui va nous diriger, nous, dans nos vies d'êtres humains, alors vous, nous, pareil, tout ce qui va nous diriger, c'est le sens qu'on va donner aux choses. Pas de sens, eh bien, pas de mouvement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette dimension sur le donner. Alors, il y a vraiment le côté directionnel. On va vers quelque chose et on choisit d'aller dans ce sens-là. Après, le fait d'aller dans ce sens-là va donner du sens à ce que vous cultivez pour vous-même. Et dans cette dimension, vous allez apercevoir très vite que tout devient beaucoup plus clair. C'est-à-dire que vous allez choisir d'entamer telle relation, vous allez choisir d'aller chercher tel prospect, vous allez choisir de prendre telle voiture, de consommer tel produit, parce que tout devient en cohérence avec le sens que vous vous êtes donné. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dimension, vous allez pouvoir la partager avec d'autres personnes qui ont la même valeur et le même sens que vous. Du coup, ça crée une communauté et on sort évidemment de l'isolement, on trouve les outils parce qu'on est centré avec ses valeurs et avec ce qu'on veut faire de son existence. Le sens, c'est vraiment quelque chose de très très profond. Aujourd'hui, les entrepreneurs, ceux qui ont l'esprit d'entreprise, ne se battent absolument jamais pour l'entreprise. Ils se battent jamais pour leurs produits. Ils se battent jamais pour leurs salariés ou leurs associés. Ils se battent pour le sens qu'ils donnent aux choses. Parce que c'est ça qui fait qu'on se lève tous les matins. Pas de projet réel, pas de projet personnel réel, pas de choses qui ont du sens. En fait, c'est pas de mouvement, puisque c'est pas de carburant. Pas de mouvement, c'est pas d'énergie. Pas d'énergie, c'est un regard sur soi et sur sa vie qui est complètement déprécié. On se perçoit mal. On n'arrive plus à avoir une idée de soi qui est suffisamment grande pour se dire voilà à quoi je vais donner mon énergie. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du burn-out et quand on regarde réellement les gens qui disent avoir un burn-out, on se rend compte que dans la plupart du temps, ce sont des gens qui sont en mal de quête de sens. En fait, ils se sont donné corps et âme pour une entreprise, etc. Et au bout d'un moment, ils ont perdu le sens de leurs actions. Et au bout d'un moment, quand ils sont dans le sens de leurs actions, ils sont toujours dans cette dynamique de faire des choses, ils ne savent plus pourquoi, et au bout d'un moment, le cerveau explose parce qu'il n'est pas nourri par le sens. C'est ça, il y a une dispersion qui fait qu'à un moment donné, la stabilité n'est plus là, et du coup, on se perd en fait, on se perd, voilà, c'est le mot qui résume ça, hein, on se perd. Le quatrième point qui fait qu'on s'arrête dans un réseau, c'est le plus drôle, c'est qu'on se perçoit mal, c'est-à-dire qu'on se perçoit dans un jugement qui est toujours le même, et nous avec Luc Marie, on le rencontre constamment, les gens se voient comme des commerciaux, alors on n'a rien contre les commerciaux, mais ils se voient comme l'image la plus négative du commercial de base, quoi. Ils se disent, voilà, aujourd'hui je ne suis pas entrepreneur, parce que la plupart des gens qui font du marketing de réseau ne sont pas entrepreneurs, ce sont des gens
qui cherchent une opportunité pour gagner leur vie en proposant un produit à des gens qui ne sont pas forcément des clients, qui vont être aussi des gens de leur famille, ce qui est aussi pas forcément le cas d'une entreprise. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, les premières personnes que j'ai démarchées, c'est pas ma famille, ce sont des gens qui sont une cible, voilà, un marché, un secteur d'activité, avec des gens qui ont besoin, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Dans la vente directe, on s'adresse tout de suite aux gens qui sont dans notre premier cercle. Et c'est ceux-là qu'on va démarcher en premier. Et donc, on se perçoit comme des commerciaux qui essayent de vendre quelque chose à son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur. Et là, on commence à se dire, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai comme image? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis un espèce de commercial de base et j'essaye absolument de me refourguer mon produit à ma belle-sœur pour qu'elle me fasse un chèque de 200 euros pour Et en fait, c'est là où ça commence à devenir bizarre parce qu'on se dit, je ne m'aime pas dans la façon dont je suis en train de démarcher les gens. Il y a quelque chose de commercial qui ne va pas avec moi. Oui, c'est ça. Je ne m'aime pas et le fait que je doive persuader quelqu'un que ce que je suis en train de développer est quelque chose d'intéressant pour lui peut faire en sorte que l'autre ne m'aime pas non plus. Donc je ne m'aime pas, on peut ne pas m'aimer, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dès qu'on a peur de ne plus s'aimer, ou dès qu'on a peur que l'autre ne nous aime plus, là, on est dans un renoncement absolu. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas fonctionner avec cette peur-là. Il va renoncer tout de suite. Donc, dès que ces peurs-là émergent, que ce soit la peur d'être aimé ou la peur de ne pas s'aimer soi-même, dès que ces peurs-là émergent quelque part, eh bien, tout le monde renonce tout de suite à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a pas de pire peur que celle-là. Il y a autre chose aussi du fait de se voir comme un commercial, c'est qu'on a le sentiment qu'on passe notre temps à pousser à la consommation les gens. En fait, dans un commerce, c'est ce qu'on fait finalement, puisqu'on propose quelque chose, les gens viennent, ils l'achètent. En fait, dans un commerce, il y a le pas de porte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ils passent devant le magasin, on sait qu'ils ne sont pas intéressés, quand ils rentrent dans le magasin, ils sont intéressés. Ça nous dédouane de ce sentiment d'aller chercher le client. Aujourd'hui, ce serait pour faire un parallèle avec le marketing de réseau, ce serait sortir dans la rue, voilà, le charcutier, le boucher ou le boulanger sortent dans la rue et ils arrêtent les gens en disant monsieur, une petite côtelette, allez, une petite côtelette de veau, s'il vous plaît, elles sont à 3,50 €. Ce serait exactement ça, c'est un peu le boulot des hableurs, ceux qui sont devant les magasins qui disent messieurs, dames, rentrez, c'est 5 € les 10. Là, il y a vraiment quelque chose de un peu dégradant à faire ça. Or, comme nous, on n'est pas derrière une échoppe, comme on n'est pas derrière un magasin, comme on n'est pas, voilà, comme il n'y a rien qui matériellement indique qu'on est dans un commerce, on a le sentiment d'être direct d'ailleurs ça s'appelle la vente directe, c'est pas pour rien, on est directement en relation avec les gens et on est dans une démarche commerciale avec les gens et on a l'impression qu'en fait on est en train de pousser les gens à la consommation et on les voit dans des dîners de famille, on dit vas-y achète-moi ma carte ou vas-y achète-moi mon produit pour les rides et là on a le sentiment qu'en fait on est en train de pousser des gens à la consommation alors qu'ils sont pas du tout là pour ça, peut-être, alors qu'ils peuvent très bien être intéressés, hein, mais on a le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose de pas tout à fait propre et on est mal avec ça. Il y a une dernière chose, et ça je pense que c'est vraiment le truc qui est rédhibitoire, c'est qu'on a le sentiment, dans cette démarche d'être un commercial, on a le sentiment d'être intéressé par l'argent. Et aujourd'hui, en tout cas en France, c'est énorme, c'est moins fréquent par exemple au Québec, on le voit moins fréquemment, c'est moins fréquent aussi en Suisse. Les Belges, je trouve ils dédramatisent aussi beaucoup cette question-là, donc c'est un truc un peu franco-français. Ceci dit, les Français n'aiment pas être associés à l'image de gens qui aiment l'argent, ou en tout cas qui font des choses pour l'argent. En réalité, tout le monde fait les choses pour l'argent. Il y a des gens qui travaillent dans des administrations pour l'argent. Et quand ils disent, on n'est pas intéressé par l'argent, enfin, je veux dire, le simple fait que tous les jours on va travailler dans une administration pour toucher un salaire, c'est qu'on est intéressé par l'argent. Soyons clairs. Donc, si on crée un business, c'est parce qu'on est intéressé par l'argent. Alors, on n'est peut-être pas intéressé par la symbolique de l'argent, on veut peut-être pas un trône en or, mais ce qu'on veut, c'est quand même un salaire. C'est quand même pouvoir avoir de l'argent sur son compte en banque pour payer qui le loyer, l'électricité, le gaz, la scolarité, les affaires des enfants, ce qu'on met dans l'assiette. C'est normal, on est intéressé par l'argent qui va nous permettre d'obtenir ça. Mais, quand on est dans une démarche de vente directe, on est beaucoup plus impacté par cette idée qu'on pourrait être intéressé, en gros. Et donc, les relations qui sont les relations aux proches, donc les relations à la famille ou aux amis, dès lors qu'on va aller les voir pour leur proposer quelque chose contre de l'argent, on n'est plus dans une...
faut savoir gérer les aléas. On n'est plus du tout dans une démarche où, justement, on est dans une relation familiale, où on est dans une relation amicale. On est dans une démarche où il y a un enjeu, et cet enjeu-là, c'est l'argent. Comment on fait pour gérer l'argent dans une relation familiale, dans une relation amicale, quand dans une relation d'amis, tiens, je connais quelqu'un qui va te vendre quelque chose, oh, ça fait bizarre, quoi. Donc, on n'aime pas être cette personne-là. Donc, je récapitule les 4 points. Le premier, c'est le manque d'outils techniques, de gestion de soi et de gestion de la relation. Le deuxième, c'est l'isolement. C'est l'être humain ne sait pas avancer tout seul. Dans l'isolement, on procrastine, on commence rien, on fait rien. Finalement, on se sent isolé, mais simplement en venant, on se sent isolé parce que justement dans notre tête, on s'isole nous-mêmes. Après, il y a le manque de sens. Rappelez-vous de ça, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de mouvement, et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie pour faire le mouvement. Et ensuite, en 4, on se voit comme un commercial, et ça, on déteste ça, parce qu'on ne veut pas être un commercial devant son frère ou sa mère, et derrière, on a le sentiment de pousser les gens à la consommation, et après, on a le sentiment d'être intéressé, et c'est pas bien. Alors pourquoi on vous donne ces 4 points? Eh bien, simplement parce que le groupe qu'on est en train de monter, le groupe des 200, là, le défi des 200 dingos qui vont partir avec nous sur le projet Emrys Lacarte, eh bien, c'est justement un groupe qui va casser ces 4 points qui sont les points qui font qu'on ne réussit pas dans le marketing de réseau et dans la vente directe. Parce que le groupe, déjà, c'est 200 personnes qui ont les outils. Si moi je les ai pas, c'est lui il les a pas, c'est le troisième qui les aura. Et si c'est pas le troisième, c'est le quatrième. Dans les 200, il y a forcément quelqu'un qui sait. Il y a forcément quelqu'un qui peut nous donner l'outil. Il y a forcément quelqu'un qui peut nous aiguiller techniquement. Il y a forcément quelqu'un qui a eu l'expérience avant nous et qui sait par retour d'expérience ce qu'il faut faire dans telle situation. À 200, le manque d'outils effacé. On sait qu'on trouvera les outils qu'il nous faut. Technique, gestion de soi, gestion de la relation. L'isolement. On sera 200. Il est où l'isolement? C'est absolument impossible de se sentir isolé quand on fait partie d'un groupe qui contient 200 personnes. Pourquoi? Simplement parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous filer un coup de main. Si on est isolé localement, c'est-à-dire qu'on est dans le village où effectivement personne ne veut la carte parce que c'est un hameau, il y a 12 personnes. Le groupe de 200 est là pour s'entraider. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas les gens que vous allez intégrer chez Emrys Lacarte avec votre code de parrain, votre adresse de parrain, si vous ne les trouvez pas, on les trouvera pour vous, parce qu'on va rééquilibrer. Parce que dans ce groupe de 200, on ne laissera jamais personne sur le carreau. Et s'il y en a un qui dit « moi je rame », eh bien on lui ramènera des gens et on fera en sorte que cette personne ne rame plus. Si vous avez peur de ça, venez dans ce groupe de 200, c'est un groupe solidaire qui va vous aider. Le manque de sens. Alors parfois, on peut considérer que Emrys Lacarte, ça a du sens. Et parfois, on peut considérer que Emrys Lacarte ou n'importe quoi d'autre, ça n'a pas de sens. Mais ce qui peut avoir du sens, c'est ce défi-là. C'est d'être 200 personnes et que ces 200 personnes se bougent ensemble pour obtenir quelque chose. Alors évidemment, on va dire c'est conceptuel parce que en gros, Emrys Lacarte, c'est plus de 3000 personnes qui se bougent ensemble pour obtenir la même chose. Ça, c'est un sous-groupe de 200 personnes avec qui on va faire cette expérience-là. Mais de toute façon, le concept lui-même, c'est ce mouvement, ce challenge de plusieurs centaines de personnes et plusieurs milliers de personnes qui font le mouvement ensemble pour obtenir quelque chose. Donc là, ça a du sens. Parce que ce sens-là, c'est que si on ne se bat pas pour nous, on se bat pour l'autre. Et si on ne se bat pas pour l'autre, on se bat pour le groupe. Et le groupe, on sait qu'il se bat pour nous. Et ça donne du sens. Le matin, quand on se lève, eh bien, on sort de son lit en se disant « Aujourd'hui, je ne vais pas bastonner pour moi, pour aller chercher 3 € et pour boucler les fins de mois. » Non, on se bat à 200, tout le monde compte sur moi et moi, je compte sur tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous donner du sens. Et ensuite, on ne se voit plus comme un commercial, on n'est plus dans une relation commerciale parce qu'on se bat pour un groupe. On se bat pour un groupement de consommateurs. On a envie, ensemble, de faire changer le monde. Et si faire changer le monde, ça consiste à demander à Tante Lucie ou à Mamie Germaine de prendre une carte pour consommer plus intelligemment et de faire partie de ce groupe-là, dans lequel nous-mêmes on fait partie, là d'un seul coup on n'est plus un commercial. Même si la carte coûtait 2000 €, peu importe, on ne serait plus un commercial. On serait dans une démarche intelligente de plusieurs personnes ensemble pour obtenir ensemble la même chose.
Et là, on n'est plus un commercial. C'est comme les gens qui démarchent par exemple au téléphone pour obtenir des biens pour des pays qui sont dans la misère ou qui viennent de vivre un traumatisme, quoi. Et bien là, c'est exactement pareil. On se bat pour des associations, on se bat pour un groupement de consommateurs, on se bat pour pouvoir consommer intelligemment, on se bat pour des concepts qui sont supérieurs à juste un échange, un troc. Je te donne quelque chose, tu me donnes de l'argent. Venez, inscrivez-vous dans ce groupe, il y a l'adresse juste en dessous de la vidéo, inscrivez-vous, venez, et vous serez absolument certain, certaine de ne pas rater votre carrière dans le marketing de réseau, d'avancer avec un groupe qui a vraiment envie. Là, le groupe se constitue, vraiment honnêtement, il y a des énergies hallucinantes, il y a des gens qui nous envoient des mails, ils sont super enthousiastes, en fait, il leur tarde de démarrer, mais pas seulement, il leur tarde aussi de vous rencontrer. Donc venez nous rejoindre, venez dans ce groupe, venez les rejoindre aussi, et on va composer tous ensemble cette espèce de mouvement d'énergie hallucinante pour faire ce challenge là des 200 barjots qui vont tout dépoter là en quelques mois et réussir à arriver là où ils veulent tous aller, c'est-à-dire une aventure humaine géniale, un revenu conséquent avec un produit facile à vivre et qui soit quelque chose, voilà, avec lequel on se sente super bien. C'est ça. Venez prendre soin de vous. Voilà, jolie conclusion. C'était Laurent Marchand, Luc-Marie Lissalde. On vous attend, on compte sur vous. Hein. À bientôt, ciao. À bientôt.